L'offensive diplomatique de Donald Trump pour résoudre le conflit en Ukraine, mais aussi sa proposition surprenante de prendre le contrôle de Gaza, ont éclipsé une autre déclaration du président américain. Juste après son retour à la Maison-Blanche, il s'est dit favorable, je cite, à un accord de paix avec l'Iran. Des obstacles demeurent, mais la probabilité d'un nouveau compromis a augmenté depuis ses propos. Alors Donald Trump va-t-il jouer la carte de l'apaisement ou celle de la confrontation avec Téhéran? On en parle avec Armin Arefi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur TV5. Vous êtes journaliste, grand reporter au Point, hebdomadaire français, où vous couvrez l'actualité internationale et en particulier donc celle du Proche et Moyen-Orient. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Armin Arefi, tiens, je vais lire ce que vous aviez écrit lorsque Donald Trump a gagné début novembre dernier. Donald Trump réélu, l'Iran retrouve son pire cauchemar, le retour à la Maison-Blanche du milliardaire républicain, résolument pro-israélien et anti-république islamique, ouvre la voie à une escalade militaire dans la région. Vous qui, on imagine, suivez mot à mot ce qui se passe entre les deux pays, est-ce que votre analyse tient toujours selon vous? Tout à fait, car si Donald Trump parle de la possibilité d'un accord de paix ou d'un grand deal avec la République islamique d'Iran, ce qu'il a fait pour l'instant concrètement, c'est le rétablissement de la pression maximale, cette politique américaine jusqu'au boutiste, qui vise à sanctionner au maximum, à étouffer l'économie iranienne, notamment les dernières ventes de pétrole iranien à la Chine, pour tordre le bras à la République islamique et contraindre l'Iran à un accord selon les conditions américaines, c'est-à-dire à une capitulation, aussi bien sur la question du nucléaire, mais également sur des questions régionales et celles des missiles balistiques. Donc non, c'est loin d'être une bonne nouvelle pour l'Iran, et c'est un peu bis repetita le retour de Trump que la République islamique avait quitté à son grand soulagement à la fin, lors des élections, l'élection de Joe Biden en 2020. Armin Arefi, le président américain Donald Trump peut-il relancer les négociations dans le dossier du nucléaire iranien, alors même que c'est le président qui, lors de son premier mandat, s'était retiré de l'accord de Vienne? Alors tout à fait, c'est le président qui s'était retiré de l'accord de Vienne, que l'Iran respectait selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'était sous Barack Obama, tout se passait plutôt bien. Tout se passait même assez bien en termes nucléaires en tout cas. Aujourd'hui, le président affirme vouloir retourner, mais encore une fois, un accord pour l'instant peu précis. On ne sait pas quels seraient les contours, et surtout quand on regarde l'administration de Trump, il s'agit quand même de faucons farouchement opposés à la République islamique. Par ailleurs, on connaît les liens entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui ne verrait pas d'un mauvais œil la possibilité de frapper les sites nucléaires iraniens. Donc on a d'un côté un Trump qui veut son deal, mais qui veut tordre le bras de la République islamique, comme je le disais, et de l'autre un régime iranien méfiant. Il ne faut pas oublier que c'est Donald Trump qui a tué l'ancien chambellan iranien, l'ancien chef général à l'étranger, gardien de la révolution, Qassem Soleimani, lors d'une frappe de drone en 2020 en Irak, et que l'Iran aura les plus grandes difficultés à accepter le principe même d'une négociation. D'ailleurs, pour l'instant, le guide suprême, le véritable chef de l'État iranien, a rejeté la main tendue par Donald Trump. Juste, Slimane, avant de vous entendre, Armin Arefi, une précision. Que prévoyait cet accord? L'Iran, du coup, ces dernières années, est revenu sur ses engagements. Le pays disposerait aujourd'hui de stocks d'uranium enrichi à 60%, très supérieur à ce qui était imposé par l'accord de 2015. Et il faudrait, selon certains spécialistes, quelques jours seulement pour atteindre le seuil des 90% nécessaires à la fabrication d'une bombe. C'est quoi l'enjeu? Pour Donald Trump et Benjamin Netanyahou, c'est hors de question de laisser à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire? Alors l'Iran, quand il respectait encore l'accord, on avait mis le programme, la communauté internationale, les grandes puissances avaient réussi à restreindre les activités nucléaires de l'Iran, officiellement d'après Téhéran pacifiques, mais qui peuvent avoir des débouchés militaires. C'est-à-dire que si l'Iran à l'époque le décidait, il aurait eu 1 an pour avoir assez de matière fissile pour se lancer dans la fabrication d'une bombe, ce que l'Iran n'a pas encore fait d'après les agences de renseignement occidentales. Aujourd'hui, depuis le retrait américain de cet accord et la reprise des activités les plus controversées de l'Iran, cette durée de 1 an a été réduite à quelques jours, vous l'avez dit, voire quelques semaines. Et c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Iran n'a jamais été aussi proche d'avoir la bombe atomique, même s'il ne l'a pas encore. Et par ailleurs, l'affaiblissement régional de l'Iran pousse les factions les plus conservatrices du pouvoir iranien à aller vers cette bombe atomique pour sanctuariser d'une certaine manière le régime. Sauf que pour la communauté internationale, notamment l'Occident, il en est hors de question. Elle ne veut pas lancer une course à l'armement nucléaire dans la région, une relance, on va dire, de la prolifération nucléaire, car d'autres
d'autres pays dès lors voudront se doter à leur tour de l'arme nucléaire, comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite. Et par ailleurs, Israël, qui est l'ennemi juré de la République islamique d'Iran, voit dans un Iran nucléaire une menace pour son existence même. Donc Trump l'a dit, il ne souhaitera pas, il ne laissera pas l'Iran se doter de la bombe atomique. Maintenant, la question est de savoir à quel prix, qu'est-ce qu'il est prêt à donner à l'Iran en échange. Certains estiment que le régime pourrait voir une possibilité pour assurer sa survie. La question aujourd'hui reste ouverte. Slimane, Donald Trump avait dit lors de sa campagne électorale récemment, les États-Unis, nous, disait-il, nous avons dépensé des milliards au Moyen-Orient et nous avons semé la mort, y compris dans nos rangs. Les États-Unis peuvent-ils se lancer directement ou en soutenant Israël dans une guerre dans cette région? Il avait qualifié en 2018, en se retirant de l'accord, l'Iran d'être un déstabilisateur. Alors, si on s'en tient à ses promesses, il a dit « je serai un homme de paix ». Et effectivement, si on se base sur son premier mandat, il avait fait moins d'équipés, à part l'assassinat de ce général iranien, il n'avait fait moins d'équipés militaires que Obama. Donc là, le dossier iranien, il est face à lui. La situation, c'est qu'elle est un peu différente parce que l'Iran, maintenant, dans le BRICS, il est beaucoup moins seul. Il y a des accords stratégiques avec la Russie. Les rapports avec les Émirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite, qui poussaient un peu à l'offensive contre l'Iran, se sont réchauffés, se sont en tout cas apaisés. Les Saoudiens ont compris que, vu la proximité du littoral iranien avec le littoral saoudien, où est stationnée la 5e flotte américaine, c'est-à-dire 200 km, une guerre, une offensive générale sur l'Iran pourrait pousser le régime iranien à jouer son va-tout, c'est-à-dire à attaquer les installations pétrolières saoudiennes et émiriennes, et peut-être, il pourrait réagir par un test nucléaire aussi. Tout est possible dans ce cas-là, mais je ne crois pas que raisonnablement les Américains aient envie d'incendier le Moyen-Orient, parce qu'une attaque contre l'Iran aurait des répercussions immédiates sur l'environnement immédiat. D'autre part, Israël, évidemment, avec Netanyahou, clame en permanence sa volonté d'aller détruire le complexe nucléaire iranien, mais le complexe nucléaire iranien est réparti sur une vingtaine de sites, d'une part. D'autre part, Israël tout seul ne peut pas le faire sans l'aide américaine. Ce serait forcément une opération américano-israélienne, et là, ça pourrait avoir des conséquences totalement incontrôlables, alors que c'est tellement préférable de proposer une carotte à l'Iran, c'est-à-dire on lève les sanctions. Vous pourrez exporter votre pétrole à volonté. Maintenant, ils sont limités, je crois, à 900 000 barils par jour, c'est ça? Oui, un peu moins, oui, aujourd'hui. À peu près. Donc, ils pourraient exporter 5 fois plus, exporter du gaz, et donc, renonçant à l'arme nucléaire, avoir un air frais économique, tout en restant sur l'aspect, le volet purement civil auquel ils ont droit selon les normes internationales. Alors il y a un fait quand même notable qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'affrontement direct entre les armées iraniennes et israéliennes après les attaques du 7 octobre, plusieurs mois après certes. On a été au bord, dit-on, d'un affrontement généralisé direct, c'est sans précédent. Est-ce que ça peut jouer justement dans ce qui va se passer ces prochains mois ? Oui, bien évidemment, jusqu'ici. Benjamin Netanyahou a dit qu'il faut finir le travail, il faut s'attaquer à ce problème qu'est l'Iran. Oui, exactement. Avant le 7 octobre, l'Iran et Israël s'affrontaient par le biais de leurs relais dans la région, notamment pour ce qui est de l'Iran, ses proxys, Hezbollah, milices chiites irakiennes et rebelles houthis. La donne a changé depuis le 7 octobre et notamment depuis qu'Israël a éliminé un haut gradé des gardiens de la révolution dans le consulat iranien à Damas. En représailles, l'Iran a pour la première fois visé directement le territoire israélien, même si les gardiens de la révolution ne sont pas suicidaires et ont prévenu les alliés d'Israël avant de frapper Israël. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, l'Iran aujourd'hui, depuis notamment la guerre lancée par Israël contre le Hezbollah, qui a totalement affaibli le Hezbollah, est en position d'extrême faiblesse dans la région face à Israël. Coup sur coup, il a perdu ou vu s'affaiblir ses plus grands alliés dans la région, le Hezbollah au Liban, la chute de Bachar el-Assad, si bien qu'aujourd'hui,
tout ce sur quoi il avait investi depuis maintenant 40 ans, à savoir ce fameux corridor pro-iranien, l'arc chiite jusqu'à la Méditerranée, a été coupé par Israël. Quand Benjamin Netanyahou dit ça, il ne s'y trompe pas. Il sait très bien qu'aujourd'hui, le régime iranien est affaibli également par le poids des sanctions qui créent beaucoup de mécontentement à l'intérieur de l'Iran, et que par ailleurs, les ripostes israéliennes directement sur le territoire iranien ont enlevé à l'Iran toutes ses forces anti-aériennes, ses forces et missiles S-300, sa défense anti-aérienne. Si bien qu'aujourd'hui, l'Iran est nu. Et c'est là tout l'enjeu. Effectivement, vous avez raison. Si Israël y va seul, ce ne serait pas possible. Israël n'a pas aujourd'hui les bombes suffisantes pour frapper en profondeur les sites nucléaires iraniens. Mais si Benjamin Netanyahou décidait et parvenait à convaincre Donald Trump de la nécessité de frapper l'Iran, alors là, la donne serait différente. Ouais. C'est aujourd'hui l'enjeu principal des prochains mois, avant en tout cas le mois d'octobre, date à laquelle l'accord sur le nucléaire iranien que respecte plus l'Iran arrive à expiration. Alors là, juste oui ou non, dites-moi Slimane, est-ce que l'Iran considère toujours les États-Unis comme le grand Satan ? Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, à l'époque de Khatami, l'ayatollah Khatami, qui était président il y a une vingtaine d'années, il avait fait un discours en disant que finalement les États-Unis, l'Iran partageaient les mêmes valeurs, avaient la même conception de la nation. Donc ce n'est pas quelque chose de doctrinalement... Mais est-ce qu'on peut imaginer une rencontre, après tout, il y a eu Donald Trump, Kim Jong-un, est-ce qu'il pourrait y avoir une rencontre Donald Trump et le guide suprême Le guide suprême, je ne pense pas, peut-être le président iranien, et ce n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour, vu le rejet ferme du guide suprême. Maintenant, ce que vous disiez par rapport au grand Satan, c'est un des fondements même de l'anti-américanisme, l'anti-israélisme, et un des fondements même du régime iranien. Et la réciproque est vraie. Et la réciproque est vraie, effectivement, notamment du côté des conservateurs américains et israéliens, mais de l'autre côté, il faut dire que les Iraniens, à chaque fois qu'ils ont accepté de discuter avec les Américains au nom de la souplesse stratégique, c'est comme ça que le guide suprême le présentait, se sont fait trahir par les Américains, notamment dernière trahison en date, donc le retrait unilatéral américain de l'accord sur le nucléaire, qui fait qu'aujourd'hui l'Iran, encore une fois, n'a jamais été aussi proche de la bombe, alors que c'est une erreur de Donald Trump, alors que le programme nucléaire iranien était maîtrisé. Merci beaucoup Armin Arefi, merci Slimane, et je signale en passant, et vous l'aurez compris, qu'il s'agissait d'un grand angle, comme l'on dit, géopolitique et non pas de la situation intérieure en Iran. Mais un chiffre tout de même, on apprend aujourd'hui, selon deux organisations, l'organisation iranienne Iran Human Rights, basée en Norvège, et l'ONG française Ensemble contre la peine de mort, au moins 975 exécutions pour la seule année 2024 en Iran, dans le sillage du mouvement Femmes, Vie, Liberté. On l'évoquait déjà sur nos antennes, on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup à tous les deux. Nicolas Georges s'apprête à nous rejoindre pour la chronique culture.